acupuncture, yoga, ayurveda, médecine traditionnelle chinoise, ostéopathie, kiné, psychothérapie, EMDR, hypnose, tout. Je fais tout. Franchement, j'y passe mes salaires, j'y passe mon temps, mais je vois que ça fonctionne. Mais il y a aussi le fait que j'ai repris un peu le volant de ma vie. Moi, j'ai toujours fait ce que les autres attendaient de moi, en fait. J'ai toujours voulu répondre aux besoins des autres, devancer les besoins des autres. Et j'ai jamais été vraiment moi-même. Non seulement ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles, mais ce n'est pas non plus normal de ne pas trouver de solution. Bienvenue dans Transgresser les règles, le premier podcast français entièrement dédié aux douleurs menstruelles qui va te permettre de sortir du flou et de ne plus te sentir seul face à tes douleurs. Et sur ce podcast, en solo, avec d'autres professionnels ou grâce à des témoignages de personnes concernées, je vais te parler des douleurs menstruelles. Tu vas mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps, découvrir de nouvelles solutions et entendre que d'autres s'en ont sortis en trouvant leur propre chemin. Je suis Maud Renard, j'ai créé la méthode Gynémotion pour te permettre de diminuer tes douleurs gynécologiques. Et parce que la douleur n'est pas une fatalité individuelle, mais une question collective, il est grand temps de transgresser les règles. Ça y est, après des années d'errance, je n'ai plus aucune douleur menstruelle, c'est génial. Bon, non, c'est pas vrai, j'aime pas vraiment le sensationnalisme, j'ai pas du tout envie de te vendre du rêve comme ça sur ce podcast. Sauf si le rêve, c'était un témoignage qui était bien nuancé, bien expliqué, bien rationalisé. Et en fait, c'est le cas du témoignage d'aujourd'hui. Nous allons écouter Bertie Flory, qui se dit aujourd'hui en rémission de l'endométriose, c'est-à-dire 0 douleur. Bertie et moi, on s'est rencontrés sur Instagram il y a 8 ans. Elle partageait son parcours avec l'endométriose, moi je racontais mes découvertes en gynécologie émotionnelle. Et pendant que je peaufinais ma méthode d'accompagnement par la dimension émotionnelle des douleurs menstruelles, Bertie, elle, s'est formée en éducation thérapeutique du patient et s'est professionnalisée avec un diplôme universitaire de partenariat patient-soignant et de coordination de parcours en santé intégrative. Elle est aujourd'hui ce qu'on appelle une patiente experte, c'est-à-dire qu'elle s'appuie à la fois sur son vécu quotidien de la maladie et sur une connaissance fine qu'elle a développée au fil des années de l'endométriose. Alors qu'elle ne souffre plus de cette maladie, celle-ci est devenue sa vie professionnelle. Elle est aujourd'hui sollicitée aussi bien en entreprise qu'auprès des patientes et des professionnels de santé pour apporter un regard pointu et contribuer à l'amélioration du quotidien des personnes atteintes d'endométriose. Trigger warning, nous parlons dans cet épisode de grossesse extra-utérine et d'interruption involontaire de grossesse. Si tu te sens fragilisé, vulnérable ou en hypervigilance sur ce sujet, je t'invite à éviter d'écouter cet épisode ou du moins de l'écouter dans des conditions où tu te sens en sécurité. Et maintenant, je te laisse avec ce témoignage croisé entre patiente et experte de Bertie Flory. Bonne écoute! Salut Bertie. Salut Maud. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci. On se l'est dit hors micro, mais je le redis ici, tu as un peu la double casquette, toi, de personnes concernées qui a été atteinte d'endométriose et qui est aujourd'hui en rémission. Et la casquette de professionnelle, parce que tu es aujourd'hui patiente experte. Et donc, tu as un regard croisé. Je trouve ça aussi intéressant d'avoir ce double regard de je l'ai vécu dans mon corps et maintenant, je peux aussi en témoigner et partager l'ensemble des savoirs, des connaissances et de l'expérience en tant que patiente. J'ai envie de commencer par ton histoire. Est-ce que tu as déjà le souvenir, toi, de tes premières menstruations? Et si oui, comment ça s'est passé? Est-ce que les douleurs sont arrivées à ce moment-là? Raconte-nous un peu tout ça. Bah, déjà, merci pour ton invitation. Je suis ravie de venir à la fois témoigner à ton micro et puis sensibiliser aussi à cette maladie et aux solutions qui existent parce que il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et comme je te le disais en off avant l'interview, moi j'ai testé énormément de choses, mais je pense que j'ai pas encore tout testé. Et pourtant, bah aujourd'hui, comme tu l'as dit, je suis en rémission, donc j'ai plus de symptômes depuis presque 9 ans. Mais on va commencer par le commencement et parler du coup de mes premières menstruations. J'ai un souvenir mais extrêmement précis de leur arrivée. J'ai 11 ans, je reviens des sports d'hiver. On est allé avec mes parents, ma sœur et mon frère passer une semaine à la montagne pour skier. Et on est sur le trajet du retour en voiture et on s'arrête sur une aire d'autoroute et je sens que j'avais déjà mal au ventre. En fait, je sentais que ça travaillait, mais travaillait pas comme ça travaille normalement. Je sentais que j'étais pas bien, quoi. Je me dis, ah, bah, c'est bizarre, ce mal de ventre, je sais pas trop, mais en même temps j'ai 11 ans, donc c'est compliqué de dire ce que ça peut être, je sais pas, voilà.
et je vais aux toilettes et il y a du sang dans ma culotte, quoi. Voilà. Donc je dis rien à personne, évidemment. Je me dis, je savais déjà un peu ce que c'était, même si j'ai grandi dans une famille où tous ces sujets-là sont hyper tabous. Et comme c'est hyper tabou, ben moi je suis hyper gênée. Voilà. Je pense que ça fait partie de l'histoire de beaucoup de femmes qui ont des douleurs menstruelles. Bah voilà, ce tabou, c'est cette gêne autour du corps de la femme. J'avais déjà eu une gêne avec les seins qui poussent et tout, je voulais pas mettre de soutien-gorge, etc. Bref, voilà, je pense qu'il y a un vrai sujet, un vrai lien entre les deux. En tout cas, c'est pas à toi que je vais l'expliquer. Mais voilà, et donc bah, en rentrant à la maison, on range les bagages, etc. Et puis bah, j'en parle à ma maman. Mais voilà, j'ai eu tout de suite une sensation désagréable, aucune envie de les avoir. Enfin, j'étais un peu honteuse, j'ai dit, ah non merde, surtout t'en parles pas, papa. J'étais vraiment honteuse, en fait. Ouais. J'ai pas du tout bien vécu, quoi. Vraiment, ça a été compliqué. Et puis, il m'a dit, bah, c'est normal d'avoir mal, tu prendras un Doliprane ou enfin, à l'époque c'était Doliprane ou Spasfon. Même pas anti-inflammatoire, c'était même pas évoqué. Et puis, bah, voilà, et puis voilà, bon. Ok, bon, très bien. Un peu, et en même temps, ça a l'air d'être un peu un non-événement, et en même temps, elle était trop contente. Ah oui, il y avait quand même... Ouais, pour elle, j'étais là, bah, mais pourquoi t'es contente? C'est affreux et tout. Enfin, franchement, je l'ai mal vécu, au-delà des douleurs, je l'ai mal vécu comme un... Enfin, je sais pas, c'était bizarre, quoi. Et puis, en fait, après, c'est devenu une gêne au quotidien. J'avais du mal à faire le sport quand j'étais au collège, parce que j'étais en classe de 5e, mais après ça s'est perpétué. Et j'étais pas bien. Ouais, ça a pas été un moment chouette de ma vie de femme, quoi. Alors que ça pourrait l'être en fait, si s'il y avait pas eu ces tabous, ces gènes, et s'il y avait pas eu cette espèce de côté ah c'est génial et tout. Bah, génial, je sais pas. Enfin, tu vois, c'était pas équilibré comme réaction, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'était et très tabou et en même temps ta mère assez fière et en même temps pas trop... Ouais. Enfin, voilà, on cache quand même un peu, ouais, Ouais. vraiment un mélange de tout ça, quoi. Ouais. Ok. Et donc là, se passe-fond tout le collège, c'est ça? Ah Tu gères ça ouais. comme ça? Poisson, Doliprane, tout le collège, tout le lycée. Et en même temps, moi, j'ai des règles très abondantes. Et donc, je passe une échographie, on me dit qu'il y a rien, on me dit, bah, en fait, vous pouvez prendre une pilule. Je dis, bah, j'ai pas de vie sexuelle, donc non. Et puis, bah, en grandissant, je commence à avoir une vie sexuelle, donc je prends une contraception. Et la contraception, elle règle super bien le problème. C'est-à-dire que du coup, j'ai plus de règles, j'ai plus de cycle. Ça ne régule pas le cycle. Hein, je le redis, je pense je vais pas être la seule à ton micro à le dire, mais la pilule, la contraception ne régule pas le cycle. Elle éteint les hormones dans le corps de la femme. Mais moi, c'est génial parce qu'en fait, j'ai plus de règles abondantes, j'ai plus de douleurs, j'ai beaucoup moins d'autres symptômes que j'ai. Parce que moi, j'habitais à Montpellier à l'époque et l'été, il fait très très chaud à Montpellier. Alors c'était encore pire l'été parce que je me sentais gonflée et comme j'avais très chaud, il y avait toute cette congestion dans mon ventre. Enfin, en plus, j'avais mal en mettant des tampons. Je voulais pas aller à la piscine, je voulais pas aller à la plage. Enfin, c'était devenu un cauchemar en fait. L'été, c'était vraiment très compliqué. L'hiver, ça allait un peu mieux, mais quand il faisait très chaud, c'était hyper compliqué. Et donc bah ça aussi, toute cette congestion, et puis, enfin voilà, tout ça, ça disparaît avec la contraception. Ce qui disparaît pas, c'est ces troubles digestifs que j'avais en même temps, Ok. et qui ont plutôt tendance même à s'amplifier avec le temps. Mais bon, à l'époque, Pendant que tu prends la pilule, quoi. ouais. Et Ok. puis bah ils étaient déjà un peu là avant, mais ça c'est pas réglé, avec le traitement hormonal, quoi. Enfin, avec la pilule, ouais. C'était la contraception. Alors que c'était déjà dû à l'endométriose, maintenant tu le confirmes Bah ou pas? maintenant, rétrospectivement, je pense que oui. Oui, Je tu penses pense que que c'était... oui. Ouais. Bah oui, enfin, en tout cas, est-ce que c'était lié à l'endométriose ou est-ce que c'était lié à un facteur commun à l'endométriose et aux troubles digestifs, qui est le stress, qui est l'impact de la régulation du système nerveux qui était
pas du tout bien régulé chez moi, et qui peut favoriser le développement de l'endométriose par des déséquilibres hormonaux, une perturbation de microbiote, et cette dérégulation du système nerveux peut favoriser aussi les troubles digestifs, parce que l'organisme, quand il est très stressé, il privilégie les fonctions de survie, et donc l'équilibre hormonal pour la fertilité et la digestion, c'est pas du tout sa priorité, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. Mm. Ok. Donc là, t'as quel âge quand tu commences à prendre la pilule J'ai 19-20 ans. Ok. Et Ouais. donc Et t'as une parenthèse sans douleur le temps de ouais, la jusqu'à pilule. 27 ans à peu Ok. près. Qu'est-ce qui se passe du Euh, coup après? Parce que en fait, donc 19-20 ans, je suis entre Montpellier et Lyon, et à 27 ans, je suis à Paris. Et la gynécologue me dit ah mais vous avez une contraception, vous prenez quoi? Ah il faut faire une prise de sang pour voir si vous avez pas trop de cholestérol. Et là, résultat de la prise de sang, triglycérides au plafond. Ah il faut arrêter tout de suite, ça va pas du tout. Il faut prendre un macroprogestatif, donc que avec pas avec des oestrogènes parce que ça favorise du coup chez certaines personnes ça favorise le mauvais cholestérol. Et donc là, j'arrête celle-là qui me convenait, mais parfaitement bien. Tout à l'heure, on disait, tu racontes beaucoup de choses sur ta vie privée. Ouais, j'avais beaucoup de libido, c'était génial. Euh, et là, j'ai en fait, je change pour une autre molécule, et là, c'est la descente aux enfers parce que j'ai plus de libido, j'ai le moral en berne, j'ai des sécheresses vaginales, et les douleurs reviennent en fait. La gynéco me dit oh bah il faut 3 mois pour s'habituer, vous allez bien voir et tout. Et moi en fait j'étais sur le point de me marier et je me dis bon bah je vais arrêter parce qu'en fait c'est pire que mieux et comme de toute façon on voulait un bébé assez vite, j'arrête. Et là c'est tout ce qui est sécheresse vaginale, etc., ça disparaît, sauf que bah j'ai les symptômes des décharges électriques au niveau du rectum, les 2 premiers jours des règles, et puis bah les symptômes digestifs augmentent. Du coup, tes douleurs menstruelles, ça va être plutôt des douleurs au niveau du rectum, où il y avait Non. des douleurs Ah non, j'ai menstruelles des douleurs au et... niveau de l'utérus aussi. J'ai Ok, des il y douleurs au avait niveau de déjà des douleurs. l'utérus, mais on va dire que celles-là, elles sont supportables entre guillemets par rapport à ce que j'ai au niveau du Ok. rectum. Et là, est-ce que tu peux, si tu t'en souviens, bien sûr, parce que c'est pas évident, mais nous dire au niveau des douleurs, tu vois, à combien t'étais sur 10, si c'est une échelle qui te parle, Ah pendant tes ben menstruations, c'était quoi? C'était des pics à 9 sur 10, c'était un truc latent? Enfin, comment ça ouais, se passait pour toi? bah les douleurs au rectum, c'était 15/10, hein. Ah ouais, Bien ok, sorti, ouais, c'était à se cramponner à la cuvette des toilettes en allant aux toilettes, c'était bah on ok. pouvait pas y aller parce que ça fait trop mal quoi. Donc 15/10 Hmm. ça. Et puis les spasmes et les crampes, la congestion et tout, pendant les menstruations, c'était 7-8, tu vois. Ok, Mais je en répondais continu. bien, ouais, pendant 2-3 jours. Après Waouh. ça redescendait doucement. Mais je répondais plutôt bien aux anti-inflammatoires. Je citerai pas de nom de médicament, mais un médicament qu'on prescrit beaucoup aux femmes pour les douleurs pendant les menstruations. Et j'y répondais plutôt bien, c'est-à-dire que 1 ou 2 comprimés, ça allait quand même beaucoup mieux. Mais du coup, c'est comme une grosse droguée, quoi. Parce que c'est un médicament qui est accessible que sur ordonnance. Hmm. Et comme j'allais pas chez le gynéco, chez le médecin généraliste tous les mois, bah, quand j'en avais plus, j'étais comme une droguée, en fait. Je me disais, j'en ai plus. Ou alors pendant que j'étais en vacances et tout, je m'apercevais que j'en avais plus. J'étais quémandée à la pharmacie, ils voulaient pas m'en donner, quoi. Et c'était affreux, parce que du coup, j'étais vraiment mal, hein. Ouais, ça, je rebondis là-dessus, mais ce qu'on appelle le stress d'anticipation, c'est que du coup, ça devient un stress de pas avoir son médicament. On en parlait aussi avec Caroline Gonon qui est kiné et qui disait bon, c'est cool aussi d'avoir les médicaments, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas son médicament et le stress que ça génère en fait Ouais, de pas l'avoir, quoi. tout à fait. Donc là, la piste pour toi, ça va être plutôt autour de l'infertilité, de Bah, en fait, l'hypofertilité, j'ai envie de dire. il y a pas vraiment de piste, en fait. Parce que, Ouais, non, en fait, ouais, c'est juste j'ai mal. bah, en fait, j'ai mal, j'ai des troubles digestifs énormes. Enfin, c'est vraiment affreux. Je suis infertile et les médecins me disent, ben, on ne trouve pas grand-chose. Euh, et au bout d'un moment, ils commencent à dire, bon, ben, on va peut-être faire des examens à votre conjoint aussi. Donc, ils font des examens à mon mari, ils découvrent que lui aussi, que lui a un problème, parce que moi, j'en avais pas vraiment. Enfin, en tout cas, il l'avait pas trouvé pour l'instant.
Et donc il se fait opérer d'une embolisation d'une varicocèle, et 2 mois après je tombe enceinte spontanément. Donc trop chouette, parce que le médecin lui avait dit il y a dans les 3 mois il y a 60% des couples qui arrivent à concevoir après une embolisation de varicocèle, parce que ça améliore la qualité du spermogramme. D'accord. Donc trop chouette. Sauf que je finis aux urgences de Port-Royal, enfin d'hôpital Cochin à Paris, avec une trompe rompue pour une grossesse extra-utérine. Et donc je suis opérée dans la nuit à Cochin. Et le lendemain matin, je me réveille, et le chirurgien qui m'opère cette nuit-là, il se trouve que c'est un des spécialistes en France, vraiment très reconnu, et d'ailleurs qui fait aussi de la recherche, tout ça, sur l'endométriose. Donc je me réveille, il me dit, bon bah, j'ai 2 mauvaises nouvelles. La première, c'est que j'ai pas pu sauver votre trompe. Alors que moi, je me disais, bah, une trompe en moins, déjà que j'ai du mal à tomber enceinte, si une trompe en moins, ça va être compliqué, quoi. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est que vous avez l'endométriose partout. Partout, tout est collé, et là, moi, j'ai pas de, enfin, je veux dire, il y a pas de possibilité d'erreur de diagnostic, parce qu'ils ont passé une caméra dans mon ventre, ils ont prélevé un morceau qu'ils ont analysé à l'anatomopathologie, la biologie et des biologistes, et ils sont sûrs de ce qu'ils ont vu, et puis en plus lui c'est un spécialiste. Donc voilà, donc il me dit bah j'ai 2 solutions madame, la pilule ou la chirurgie. Ok, mais vous êtes au courant que je suis là pour une grossesse, docteur, et que je veux toujours en bébé, quoi. J'aurais pu changer d'avis, c'est vrai, mais enfin bon, voilà. Et la chirurgie, comme j'ai une lésion sur le rectum, cette fameuse lésion qui me donnait des décharges électriques au niveau du rectum en allant à la selle les 2 premiers jours des règles, il me dit, bah, il y a un risque d'avoir un anus artificiel avec une poche qui recueille les selles et tout. Je dis, c'est pas très bon vie, là. Donc, il me dit, bah, écoutez, vous y réfléchissez, on se revoit dans 1 mois pour rendez-vous post-opératoire. Ok. Et du coup, bah, voilà, je rentre chez moi, après, parce que ça se fait en ambulatoire, en fait. Donc, à 14h, je me suis réveillée, à 7h après la chire. À 14h, j'étais chez moi, avec, ces 2 mauvaises nouvelles, et surtout, bah, pas beaucoup d'infos sur l'endométriose, quoi. Mais du coup, en fait, je suis en train de me dire, en fait, il n'y a pas eu chez toi d'errance de diagnostic dans le sens où t'as pas... Si, peut-être au niveau de la digestion. Enfin, tu vois, t'as assez peu cherché, on va dire, ce que t'avais avant d'avoir un résultat assez rapide, Bah, quoi. c'est-à-dire qu'au moment, on m'a dit c'est normal, en fait. Donc, on m'a dit, bah, moi, on me dit c'est normal, je me dis, bah, ouais, ok, je vais vivre avec ça. Si tu veux, moi, la digestion qui était un peu fluctuante, je trouvais ça bizarre, mais en même temps, dans mon souvenir, j'ai toujours eu un peu une digestion comme ça, et c'est ce que j'explique aux femmes que j'accompagne en individuel. C'est que c'est pas parce que c'est une réalité pour nous depuis longtemps, et que cette réalité est devenue notre normalité, que c'est normal, en fait. Et malheureusement, comme c'est notre normalité depuis des mois, des années, voire des dizaines d'années, on a tendance à banaliser la chose parce qu'on nous a dit que c'était normal, que nous, on se dit, bon, en fait, je vis comme ça, tant bien que mal, et donc voilà. Moi, je me dis, bah, c'est normal, donc je m'alerte pas plus que ça. Le truc qui m'alerte un peu, c'est les douleurs au niveau du rectum, et je lis sur un forum, puisque je tape sur internet pour regarder ce que c'est, en fait. Et je vois des femmes sur des forums qui disent c'est une lésion d'endométriose sur le rectum, et qui écrivent exactement ce que je vis. Et là, moi, si tu veux, ça fait 1 an et demi que j'essaie d'avoir un bébé. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma tête, je la mets sous le sable, je fais l'autruche, je me dis, oh là là, mais l'endométriose, ça rend infertile, vaut mieux pas que j'ai ça en plus du reste. Tu me diras, le fait de me dire que je l'ai pas, ça change pas grand-chose. Mais je me dis, en fait, n'y pense pas, parce que sinon ça va te stresser. Le stress, ça rend compliqué, ça abîme la fertilité, quoi. Et donc, je mets ma tête sous le sable, si tu veux. Je me dis pas, je vais aller voir un gynéco et lui dire, j'ai pas de l'endométriose par hasard. Surtout, bah, il y a 10 ans, on écoutait un peu moins les patientes. Aujourd'hui, c'est un peu mieux, mais c'est pas parfait. Oui, faut reposer ça dans le contexte, effectivement, que c'était il y a 10 ans. Ouais. Et du coup, ouais, tu vois, ça te 10 ans. C'est assez hallucinant. Si tu veux, bah, en fait, je ne m'alerte pas. Ma mère m'a dit que c'était normal. Le médecin m'a dit que c'était normal. Le gastro, il me dit, ben, vous avez un syndrome de l'intestin irritable. Syndrome, ça veut pas dire maladie. Aujourd'hui, quand on connaît pas trop, on dit syndrome. Comme pour les ovaires polykystiques d'ailleurs. Bon, bah, du coup, je m'alerte pas trop, tu vois. Ce qui m'alerte, c'est que j'arrive pas à avoir de bébé, que les médecins me disent, il va falloir faire une FIV, parce qu'on n'a pas trop d'explications, tout ça. Et qu'en plus, ils voient rien, ils voient rien à l'imagerie. J'ai quand même passé une dizaine d'échographies où personne n'a vu les lésions. Alors qu'en fait, ce qui est assez hallucinant, c'est que j'ai refait une imagerie il y a 1 semaine, qui est mon imagerie de contrôle annuel, et mes ovaires
Mais depuis le diagnostic, ils sont collés à mon utérus. Donc, il y a vraiment un truc, la radiologue, elle a cherché avec sa sonde, enfin, tu vois un peu comment ça se passe, hein. Ça fait mal souvent quand on a de l'endo, parce qu'il faut aller chercher et tout ça, et tout est collé à cause des adhérences, donc le fait que les organes soient collés entre eux à cause des lésions. Mais ça, c'était déjà le cas il y a 10 ans. C'était visible, oui. Aujourd'hui, l'endométriose, elle a plutôt régressé. Mais il y a aucun médecin qui m'a dit, c'est bizarre, vos ovaires sont collés à votre utérus. Il y a personne qui s'est alerté, quoi. Donc, si tu veux, moi, en plus, j'ai grandi dans une famille de médecins où on fait énormément confiance à la science et tout ça. Donc, moi, on me dit, on m'a jamais parlé d'endométriose, on me dit pas que mes ovaires sont collés, enfin, on me dit rien, quoi. On me dit, bon, bah, vous avez pas beaucoup de follicules, mais c'est tout, quoi. Ouais. Donc, je me suis pas alertée. Moi, je fais confiance aux professionnels de santé qui m'accompagnent, quoi. Bon, ça s'est dégradé au moment où la gynécologue qui me suivait a pas vu la grossesse extra-utérine et que j'ai perdu 3 jours, quand même. Oui, Mais voilà, mais globalement, je fais confiance aux médecins, c'est leur métier, et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe après ce diagnostic d'annoncé et comment tu le vis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu en Ah fais? bah, je vis hyper mal, en fait. Je vis hyper mal, parce que je me vois sous les ponts, en fait, si tu veux. Parce que je me dis, il m'annonce une maladie évolutive. Donc, je me dis, bah, en fait, je venais de commencer un nouveau travail. Donc, je me dis, bah, en quelques mois, quelques années, bah, je pourrais plus travailler. Donc, je perds mon boulot. Et puis, en plus, mais moi, la meuf hyper optimiste me dit, en plus, bah, je vais pas pouvoir donner de bébé à mon mari, donc il va me quitter, quoi. Donc, j'ai plus personne. T'as fait le tableau noir, quoi. Ah ouais, mais je te dis, moi, je me suis vue sous les ponts 6 mois après, quoi. Vraiment, ça a été, enfin, en même temps, ça fait partie du chemin d'acceptation de la maladie. Oui, effectivement, hein, il y a un moment où, mais quand tu disais sous les ponts, je pensais pas que tu parlais au sens propre C'est du au sens terme, mais oui, ouais, au sens niveau propre. pro, Ouais. niveau relation, niveau amoureuse, enfin t'as tout. tout. Et je me dis, ma vie est foutue, quoi. Mmh. Puis moi, j'ai grandi dans une famille où il y a un problème et une solution. Faut pas rester comme ça, pas baisser les bras, etc. Et je profite en fait de tout ce temps que j'ai d'arrêt maladie suite de la cystoscopie, que j'ai pas grand chose à faire mes journées. On est en plein été, mes copains sont partis et puis en plus j'ai même pas très envie de les voir parce que du coup il faut digérer la nouvelle et tout ça. Je suis tellement angoissée de développement de la maladie que je passe ma vie sur internet à regarder, à essayer de comprendre, de chercher. Moi je suis beaucoup dans la compréhension, essayer de comprendre ce qui se passe dans mon corps pour trouver les solutions à mettre en face. Et je découvre sur internet et sur les réseaux sociaux des Américaines, des Australiennes qui racontent qu'elles ont mis en place des choses dans leur quotidien, elles ont changé leur quotidien, leur alimentation, leur sommeil, le mouvement, enfin voilà, elles ont fait énormément de choses sur leur hygiène de vie et que ça les a aidées à la fois sur les symptômes mais aussi sur la manière dont la maladie se développe. Et je me dis mais c'est ouf, pourquoi on m'a pas parlé de ça à l'hôpital, le médecin qui me suit m'en a pas parlé. Surtout qu'en fait, si tu veux, moi l'objectif c'est d'essayer de soulager ces douleurs tous les mois pour essayer de reconcevoir et de me donner du temps et de la respiration pour reconcevoir. Je teste ces solutions. Je commence par l'alimentation, j'achète un livre à la Fnac et je fais le programme qui est écrit dans le livre. Mais bête et méchant, quoi, tu vois. Ouais, un problème, une solution. Voilà. Et je me dis, de toute façon, j'ai rien à perdre. En plus, c'est un truc qui revient 3 fois par jour, l'alimentation, donc j'ai beaucoup de prise dessus. Et en fait, ça me permet de contrôler aussi un peu mon quotidien, parce que j'ai l'impression qu'il m'échappe complètement, l'infertilité, l'endométriose. Enfin, j'ai l'impression que tout m'échappe, en fait. Donc je me dis, bah, je vais contrôler mon alimentation, ça va. Enfin, ça me fait une prise sur le quotidien, quoi. Et ça me fait tellement de prise qu'au bout de 3 mois, j'ai 80% de douleur en moins, quand même. C'est assez spectaculaire. Ah ouais, ça a été le jour et la nuit, quoi. Ah ouais, ça a été le jour et la nuit. Douleur nerveuse, enfin, au niveau du rectum comprise. Ah oui. Ouais, ok. Ouais, ça a été spectaculaire. Okay. Vraiment, aujourd'hui, j'en reviens toujours pas. A posteriori, je me dis que j'avais quand même potentiellement des douleurs qui étaient très liées aux troubles digestifs, si tu veux, mais du coup, j'ai moins de diarrhée, j'ai moins de ballonnement. Alors tout n'a pas disparu parce que tu vois, ça fait que 1 an et demi que j'ai vraiment retrouvé une digestion normale. Mais ouais, 80% de douleur en moins. Et je me dis, mais si ça fonctionne, elles m'ont pas menti, les filles, tu vois, sur leur article de blog et tout ça, je sais pas. Je vais essayer le reste. Y a pas de raison. Acupuncture, yoga, ayurveda, médecine traditionnelle chinoise, ostéopathie, kiné, psychothérapie, EMDR, hypnose, tout. Je fais tout. Franchement, j'y passe mes salaires, j'y passe mon temps, mais je vois que ça fonctionne.
Ça fonctionne aujourd'hui, je me dis, ça fonctionne pour plusieurs raisons. Déjà, par les techniques qui sont mises en œuvre, il y en a, la plupart ont démontré leurs bénéfices, soit sur les douleurs menstruelles, soit sur l'endométriose, soit sur les troubles digestifs, avec des études scientifiques à l'appui. Il y a ça. Mais il y a aussi le fait que j'ai repris un peu le volant de ma vie. Moi, j'ai toujours fait ce que les autres attendaient de moi, en fait. J'ai toujours voulu répondre aux besoins des autres, devancer les besoins des autres, porter ce masque social, et j'ai jamais été vraiment moi-même. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je dis non, je veux pas de médicaments, je vais trouver des solutions toute seule, et puis je fonctionne comme j'ai envie de fonctionner. Je me retrouve en soirée avec des gens qui picolent, qui mangent de la charcuterie, et je dis non, en fait, je vais pas manger ça. Ce qui me fait du bien à moi, c'est les légumes, c'est l'eau, les tisanes, c'est voilà. Et si tu veux, j'arrête de vouloir être comme les autres, j'arrête de vouloir faire comme les autres, et je fais ce qui me fait du bien. Et ça, j'ai jamais fait en fait. J'ai toujours fait pour être comme les autres, pour me fondre dans le paysage, pour pas me faire remarquer, pour être acceptée. Et là, je fais différemment en fait. Je fais ce qui me fait du bien. Et donc, pour moi, c'est un gros enseignement de mon parcours. Bon, je m'aperçois que c'est pas que mon parcours, parce que quand je transmets ça aux autres femmes, ça fonctionne très très bien aussi. Que l'objectif, c'est de s'écouter, c'est de comprendre ce qui nous convient à nous, et il n'y a pas de recette magique. La recette magique, c'est d'être au rendez-vous de ses besoins, d'aller comprendre ses besoins et de les remplir en fait. Il y a une femme que j'ai accompagnée encore vendredi dernier qui me disait « Ah mais moi je peux pas, c'est trop égoïste ça !» Je lui dis « Mais c'est pas égoïste du tout, parce qu'en fait toi t'es à un niveau de je sais pas quel mot on peut utiliser, mais tu t'es éloigné de toi, de tes besoins, sur une échelle de 0 à 100, on est à 200. Et déjà, si tu te mets à 100 au niveau de tes besoins, tu seras très loin d'être égoïste, parce que, enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais, et je le constate chez énormément de femmes qui ont de l'endo. Je veux pas faire de la psychologie de comptoir et tout, c'est pas le sujet, mais il y a vraiment un truc de se recentrer sur soi, sur ses besoins, d'être à l'écoute de soi-même, parce qu'en fait, ce qui se passe, ce qu'on pourrait expliquer de manière scientifique, si je vulgarise très très fort, c'est qu'en fait les femmes qui font toujours ce qu'on attend d'elles, ce que les autres veulent, elles se mettent en situation de stress intense et de dérégulation du système nerveux. Et la dérégulation du système nerveux, elle a un impact sur l'équilibre hormonal, elle a un impact sur la digestion, elle a un impact sur le système immunitaire, et donc ça fait tout disjoncter en fait. Le système nerveux, il est vraiment c'est le chef d'orchestre en fait. Et quand on se met en stress parce que on n'est pas dans nos besoins et on est toujours à répondre aux besoins des autres, et je dis pas là qu'il faut pas rendre service, hein. Il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais c'est vraiment en fait c'est d'être toujours calqué sur l'autre et pas sur soi. Ça régule, ça dérégule le système nerveux. En fait, on est toujours dans un stress chronique qui va déréguler tout le reste et qui est la porte ouverte aux symptômes d'endométriose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de femmes qui ont d'endométriose qui n'ont pas de symptômes. Et pourquoi les symptômes, ils apparaissent à un moment ou à un autre? Et ça, c'est la grande question. Moi, j'ai des femmes qui viennent me voir qui me disent « Mais moi, j'ai rien eu jusqu'à 45 ans. Ou jusqu'à 35 ans, j'ai rien eu. » Et là, paf, les symptômes, ils apparaissent. On me dit « Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors du coup... on travaille là-dessus aussi, on va regarder comment ça s'est passé dans le quotidien, l'environnement familial, social, professionnel, parce qu'il y a souvent un impact des émotions. C'est pas à toi que je vais l'expliquer, des émotions sur notre équilibre biologique. Voilà, donc c'est un vrai Oui, sujet. j'allais te poser la question, ça fait partie de mes questions, est-ce que tu vois un lien entre les émotions, le vécu de la personne et puis les douleurs, l'intensité des douleurs qu'elles peuvent avoir? Ah bah oui, mais enfin ça c'est sans hésitation. Et en fait, c'est important de redire que non, on n'invente pas les douleurs. Non, les douleurs, elles sont pas dans notre tête. Ça c'est vraiment important, parce que en fait, il peut y avoir une confusion, et certaines femmes peuvent se sentir culpabilisées de ça. Et ça, c'est vraiment important de dire qu'il n'y a pas de culpabilité, qu'il n'y a pas de culpabilisation, que les douleurs, elles sont pas dans notre tête, on les invente pas, elles existent, elles sont dans notre corps, mais que les émotions peuvent amplifier ce qu'on ressent. Tout à l'heure, tu parlais du stress d'anticipation.
avec les médicaments, etc. Moi, je parle du stress d'anticipation sur le fait qu'on anticipe qu'on va avoir mal pendant les menstruations. Ouais. Et la peur de la douleur augmente la douleur. Ça, il y a plein d'études là-dessus, et pas que sur les douleurs des menstruations, mais le fait de savoir qu'on a eu toujours mal, que ça fait 15 ans qu'on a mal, et ben on se dit qu'on va avoir mal aux prochaines règles, et donc on amplifie le message douloureux, parce que la peur, c'est du stress, le stress, c'est un déséquilibre biologique derrière, et tout ça, ça s'explique par des mécanismes biologiques et hormonaux et tout ça. Il y a vraiment, c'est scientifique. Enfin, il y a vraiment, ça, c'est important de le dire. Et du coup, on a ces explications hormonales, notamment d'inflammation, qui viennent, voilà. Mais je le constate chez toutes les femmes, et que ce soit de la peur, on a parlé de la peur de la douleur, mais que ce soit le stress, que ce soit la colère amplifie énormément aussi, amplifie les douleurs énormément. Et tu vois, c'est très intéressant parce que j'ai plein d'exemples de femmes qui me disent moi j'ai des douleurs du lundi au jeudi soir ou vendredi soir en fonction de leur rythme professionnel. Moi le week-end je suis pas mal, quoi. Ah oui, ouais. Intéressant. Ou alors qu'ils me disent moi je suis partie en vacances, j'ai fait un road trip de 2 mois, j'ai mangé n'importe comment, j'ai pas du tout fait attention à l'alimentation parce que j'étais toujours dans des snacks, des pique-niques, les trucs, tout ça. J'ai pas eu de douleur, rien. J'allais super bien. Je suis revenue à la maison, rebelote. C'est reparti. Ok. Donc l'alimentation, c'est un super outil, et vraiment moi je la continue parce que ça permet de tamponner, de réduire l'inflammation. Mais la régulation du système nerveux, des émotions, je dis pas qu'il faut pas avoir d'émotions, mais c'est la manière dont le corps va les interpréter et les... Oui, c'est la régulation en fait des émotions. Ouais. C'est plus ça, la capacité à réguler ou pas une émotion qui va faire que l'émotion va avoir une intensité, en tout cas un impact fort dans le corps. Un impact sur le corps ou pas. Ouais, tout à fait. Et du coup, je leur dis, mais en fait, vous avez un enseignement hyper fort. Qu'est-ce que ça vous dit en fait de ce qui se passe d'habitude par rapport à ce que vous avez vécu là? Quelles sont les différences et comment vous pouvez mettre ça en place dans le quotidien? Qu'est-ce qui va... Alors évidemment, elles peuvent pas repartir en faire 2 mois de road trip, mais il y a plein d'enseignements à acquérir sur l'impact des émotions sur les douleurs, ça c'est clair. Merci. C'est précieux. Tu ne m'as pas payé pour que je dise ça. Non, ouais, c'est ça, je suis pas toute seule à le dire. mais je ne t'ai pas payé en effet pour te dire ça, mais voilà, je ne peux que confirmer ce que... Et ça, voilà, t'es pas la première en tant qu'accompagnante aussi à dire que l'impact est important, quoi. Si on revient sur ton parcours à toi, donc l'alimentation, l'ostéopathie, l'acupuncture, qu'est-ce que tu m'as fait une liste là tout à l'heure qui était assez folle là, Ouais. qu'est-ce que... Ostéopathie, kiné, yoga, psychothérapie, EMDR, hypnose. Ouais. C'est des disciplines qui vont toucher... Alors, il y a beaucoup de choses que je fais faire par des pros, et il y a des choses que je fais en autonomie aussi, cohérence cardiaque, méditation, automassage, bain avec du sel d'Epsom, enfin voilà, les huiles essentielles, tout ça. Et en fait, c'est tout ce que je cite là, c'est des disciplines qui vont toucher à différentes causes de douleur. Moi, j'aime bien dire que avec l'endométriose, il y a 6 causes de douleur différentes. On a les spasmes et les crampes. On a les kystes qui se développent sur les ovaires, qui peuvent faire la taille d'un pamplemousse et qui vont pousser les organes et générer évidemment des douleurs parce que quand ça pousse, il y a des distorsions de position des organes, tout ça, des ligaments, des nerfs, tout ça. On a les adhérences, le fait que les organes se collent entre eux et du coup ça pince, ça tire. On va avoir la congestion aussi, le fait que c'est lourd dans le bassin, que ça pèse. On va avoir l'inflammation, bien sûr, avec les lésions, les saignements répétés, d'immunité qui fonctionne pas bien, et les émotions. Je crois que j'ai fait le tour. Et si tu veux, les approches que je décris là, elles permettent de travailler sur ces différentes causes. Typiquement, on va aller sur les émotions. L'impact des émotions, ça va être l'hypnose, ça va être le MDR, ça va être la psychothérapie. Quand on parle d'inflammation, ça va être l'alimentation, ça va être l'acupuncture, ça va être, j'ai pas parlé de micronutrition, mais on peut parler de micronutrition aussi. Quand on va parler plutôt
de congestion ou d'adhérence, on va les travailler en kiné, on va les travailler en ostéopathie. Je sais pas si c'était la fasciathérapie, mais ça peut être aussi une approche intéressante. Donc là, on va travailler plutôt sur la partie mécanique, que ce soit au niveau de la rééducation du périnée, que ce soit au niveau de la rééducation du diaphragme, de la mobilité des organes du bassin ou de l'abdomen. Voilà, donc c'est voilà. On pourrait parler de cryothérapie périnéale pour travailler sur la congestion. Les huiles essentielles, ont des propriétés différentes. Donc on va avoir des huiles essentielles qui vont travailler sur la congestion, d'autres sur l'inflammation, d'autres sur les douleurs neuropathiques. Ça c'est quelque chose que j'ai pas cité, mais je le gardais un peu pour la fin. Parce que là je les avais en tête, j'étais là, ah tiens, elle n'a pas parlé encore des douleurs neuropathiques, mais oui, ok, on va les garder pour la fin, ouais. Ça marche. Là j'ai parlé plutôt des douleurs nociceptives. Alors ça c'est des termes un peu scientifiques, mais dans la prise en charge des douleurs, on parle des douleurs nociceptives, donc qui sont des douleurs comme quand on se cogne, qu'on se coupe, etc. Et puis après, on a les douleurs neuropathiques et les douleurs nociplastiques. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces gros mots. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Les douleurs neuropathiques, elles sont en lien avec le système nerveux et les nerfs. Ouais. Et dans l'endométriose, on peut avoir soit des nerfs qui sont touchés par les lésions, soit des nerfs qui sont abîmés lors de la chirurgie, soit des nerfs qui sont irrités, pincés par les adhérences ou par les saignements. Et donc là, on va avoir des sensations de décharge électrique, coup de couteau, brûlure. Et du coup, on décrit très différemment les douleurs neuropathiques des douleurs nociceptives, parce que les douleurs nociceptives, c'est plutôt c'est chaud, c'est gonflé, ça circule mal, c'est lourd, ça pèse. Voilà, donc ce qui est très intéressant aussi quand on a des douleurs avec l'endo, c'est d'apprendre à les décrire de manière très précise avec des mots très spécifiques. Parce que ça va changer beaucoup de choses. Et puis il y a les douleurs nociplastiques. Douleurs nociplastiques, on parle aussi de sensibilisation centrale. En gros, c'est quand le système nerveux, il a complètement disjoncté. Parce qu'on a eu tellement de douleurs qu'il sait plus comment réagir. Et du coup, il envoie des messages douloureux même quand il n'y a pas de lésion. Parce que normalement, en fait, le message douloureux, il intervient pour nous faire réagir parce qu'on s'est coupé, parce qu'on s'est brûlé ou qu'on risque de se brûler, pour retirer la main si on est en train de se brûler, ou pour retirer le couteau si on vient de se couper, enfin si on est en train de se couper. Mais dans la sensibilisation centrale, il peut y avoir des douleurs alors qu'il n'y a plus de symptômes. Et c'est le cas, par exemple, quand il y a eu une chirurgie d'endométriose, que toutes les lésions ont été bien nettoyées, retirées, mais qu'il y a encore des douleurs, il peut y avoir cette sensibilisation centrale. Ou alors après la ménopause, quand il y a plus d'inflammation parce qu'il y a plus de cycle menstruel, donc il y a plus de saignements, etc. Mais il y a des femmes qui ont encore mal, alors qu'on leur dit après la ménopause, l'endométriose c'est fini, les douleurs d'endométriose c'est fini. Ben pas forcément en fait, parce que si le système nerveux il a été tellement sollicité qu'il en a disjoncté, ben, les douleurs peuvent persister. Ou alors si les nerfs ont été atteints par les lésions, donc avec les douleurs neuropathiques, les douleurs peuvent persister aussi. C'est vraiment Enfin, faut imaginer que le nerf est tellement habitué à avoir mal qu'il continue à donner cette information-là, alors qu'il n'y a rien, il n'y a aucun signe dans le corps qui dit qu'il y a un problème. Enfin, c'est ça la douleur, c'est prévenir le cerveau qu'il y a un problème et qu'il faut faire quelque chose. En gros, c'est ça, quoi. Si je vulgarise très, 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 très vite, très, très fort. Hein. Et là, en fait, ça donne cette information-là, alors qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de brûlure, il n'y a pas d'inflammation, c'est pas gonflé, il y a pas de... Il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de microbes. Voilà, c'est juste... voilà, c'est une habitude presque, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, complètement. Là, mis de bout à bout, c'est assez vertigineux. Est-ce que, tout ce que tu as cité, toutes les dimensions de toutes ces douleurs-là, enfin voilà, toutes les définitions de toutes ces douleurs-là, est-ce qu'il faut aller voir tous ces gens-là pour apaiser les douleurs menstruelles? Comment ça se passe? Non, parce que ça peut donner un sentiment de je vais jamais y arriver. Ah bah oui, c'est hyper vertigineux de dire ok, il faut que je claque 600 balles par mois pour avoir. Non, et puis en fait, c'est pas ça marchera pas forcément mieux. Ouais. Parce qu'en fait, ça se trouve, il y a des approches dont on n'a pas besoin. Ça va donner de l'anxiété en plus, donc ça va augmenter l'impact des émotions sur les douleurs et tout ça. Donc non. Et puis surtout, l'objectif, c'est pas de vider le porte-monnaie des femmes qui vivent avec des douleurs menstruelles. En fait,
ce que je propose moi aux femmes que j'accompagne, et donc d'ailleurs j'en parle largement sur les réseaux sociaux, hein, c'est de mener cette petite enquête et de comprendre d'abord comment fonctionne son corps, en notant au quotidien ce qui se passe, quel type de douleur j'ai, est-ce qu'il y a des douleurs partout dans le corps, est-ce qu'elles sont localisées, est-ce que j'ai des douleurs tous les jours, est-ce que j'ai des douleurs que certains jours, parce que là on parle de douleurs menstruelles, mais en fait il y a des femmes qui ont des douleurs tout le temps, qui n'ont pas que des douleurs pendant les règles. Oui. À quoi ressemblent mes douleurs? Utilisez des mots précis pour décrire, parce que souvent on dit, quand on va voir le médecin, on dit j'ai mal au ventre. Ça veut dire quoi, j'ai mal au ventre? Est-ce que j'ai des décharges électriques? Est-ce que j'ai des coups de couteau? Est-ce que j'ai des fourmillements? Est-ce que c'est lourd, ça pèse? Est-ce que c'est gonflé? Est-ce que je sens que c'est chaud? Voilà, c'est important d'arriver à amener cette petite enquête, parce que déjà, on va écouter son corps, et ça joue énormément dans la baisse des symptômes, de se rapprocher un peu de son corps. Et puis, ça permet de transmettre des informations plus précises aux professionnels qui vont nous accompagner. Ouais. Et ça permet aussi de s'orienter vers les bons professionnels. Parce que si je dis j'ai de la sensibilisation centrale, des douleurs nociplastiques, et y a rien qui me soulève. Enfin, j'ai pas pris le bon exemple. Si on dit j'ai des décharges électriques et des coups de couteau, et ben les douleurs neuropathiques, elles s'accompagnent pas, elles se soulagent pas de la même façon que des douleurs nociceptives, d'inflammation et tout ça. Et donc on peut mettre en place énormément de choses anti-inflammatoires, de l'alimentation, la micronutrition, etc., et pas avoir de résultats, parce que c'est pas comme ça qu'on aborde les douleurs neuropathiques. Il faut aller voir un algologue qui va nous aider, peut-être avec de la médication, et c'est ok. Il y a certaines choses qu'on fait pour les douleurs neuro qu'on fait pas pour les douleurs nociplastiques, et dans les nociceptives. Et pour les douleurs nociceptives, si on a l'impression qu'on a de la congestion, que c'est lourd, que ça pèse, que c'est gonflé, qu'il y a de la pesanteur au niveau du plancher pelvien, on va pas aller voir les mêmes professionnels que si on a des spasmes et des crampes, tu vois. Et donc cette enquête, elle est vraiment importante. Alors bien sûr, toute seule, on se fait pas un diagnostic. Mais on va donner les bonnes indications aux professionnels de santé ou aux professionnels du bien-être qui nous accompagnent. Et ça peut vraiment faire la différence pour nous faire gagner du temps, choisir les bons professionnels et avoir des résultats aussi sur nos douleurs. Pour en revenir à ton histoire à toi, les douleurs, elles disparaissent à quel moment? Parce que là, tu dis que toi, que tu es en rémission, c'est-à-dire que tu as vraiment 0 douleur. Ouais. Comment donc à 80% ont disparu avec l'alimentation, et ensuite, à quel moment ça disparaît complètement? Comment? Est-ce que tu peux plus nous détailler tout ça? Ouais. Au fil du temps, en fait, les 20% restants, mais j'ai pas de souvenir précis de c'est fini, en fait, si tu veux. Ah oui. T'as pas eu une révélation un matin Non, en parce mode, qu'en OK, fait, c'est déjà terminé, quoi. 80%, c'était énorme, tu vois, et en fait, ce qui est plutôt une révélation pour moi, c'est la quasi-disparition des lésions. Aujourd'hui, il y a 0 douleur et 0 lésions qui sont visibles sur le... J'ai un tout petit épaississement des ligaments utérosacrés, et c'est tout. OK. Alors Et qu'avant, c'est tout. j'avais une lésion infiltrante au niveau du rectum qui a disparu. OK. Tout le reste a disparu, Ouais. quoi. J'ai été diagnostiquée le 1er août 2016, et je suis enceinte de mon premier petit garçon le 15 ou 20 juin 2017. OK, donc moins d'un an Un après. an après, j'ai plus de douleur. OK. Et d'ailleurs, je donc, me souviens très bien de questionner le gynéco qui m'accompagnait à cette époque-là. J'avais changé, hein, bien sûr. oui. Et de lui dire, mais docteur, en fait, je lis partout que l'endométriose c'est une maladie progressive, et que ça va s'amplifier, que les lésions vont évoluer, etc. Donc combien de temps vous me laissez pour essayer de reconcevoir naturellement? Parce que moi, en fait, j'avais plus de douleur, donc ça devait être en mars, ou février-mars. Il me dit, en fait, autant, on sait pas comment l'endométriose se développe, et donc, tant que vous supportez les douleurs, ou que vous avez pas de douleur, vous pouvez essayer autant de temps que vous voulez. Donc là, je suis face à un en y pensant, je souris, parce que vraiment, cet homme, il était incroyable d'humilité, d'honnêteté et tu vois, de transparence avec la patiente, et dire, en fait, essayez, quoi. Faites, voilà.
Oui, Et parce qu'il aurait pu avoir un discours inverse de ouh là là, PMA tout de suite. Enfin, ouais, c'est quand mais même ouais, non, lui, il me dit pas souvent ça. un réflexe maintenant. Endométriose, PMA, Ouais. c'est Et c'est maintenant bien très parce que souvent si tu ça. veux, il y a c'est un principe de précaution des médecins et ils Oui, ont raison parce bien qu'en sûr. fait, on peut se retrouver dans des situations beaucoup plus compliquées que celles que j'ai pu vivre. C'est un peu une happy end story, la mienne, si tu veux, Ouais. mais du coup, il est très honnête et il me dit, évidemment, il me dit pas, il me laisse pas partir dans la nature. Il me dit, bah, il faut quand même contrôler avec des imageries et puis bien regarder comment vous vous sentez et tout ça, mais il me met pas la pression. Et en fait, bah, moi, j'ai plus de symptômes, donc je me dis, bah, je vais voir quoi, tu vois. Mais en même temps, bah, j'ai quand même ce discours de c'est une maladie évolutive et tout, même s'il m'a dit l'inverse, je suis quand même un peu inquiète, tu vois. Et puis encore aujourd'hui, tu vois, je suis très sûre de mon parcours, de ce que je mets en place, mais je fais quand même une imagerie chaque année pour être Mhm. sûre, tu vois. Oui, t'as quand même un suivi Ah, mais j'ai un médical suivi normal, j'ai de un suivi, enfin l'endométriose. normal, un suivi endométriose Mhm. normal. Euh, parce que je veux rien laisser au hasard, tu vois. Il y a des femmes qui ont endométriose qui s'est développée de manière à bas bruit, quoi. Et donc je veux pas que ça m'arrive et que je me retrouve avec une nécrose du rein, tu vois. Mais bon, Oui. ça fait 10 ans et ça n'a pas bougé. Enfin, ça a même réduit, donc voilà. Mais c'est important d'être suivi. Et je le dis parce que on va avoir beaucoup de personnes qui nous écoutent et il faut pas faire comme s'il y avait Oui. rien et il faut être suivi correctement. Oui. Oui, non, merci de préciser, effectivement. Enfin, en fait, c'est toujours pluridisciplinaire, ça, c'est Mm. sûr, que c'est pas que l'ostéopathie ou que la naturopathie, c'est aussi un suivi, effectivement, médical, d'aller vérifier, etc. Et avec, bien sûr, enfin voilà, moi je prends toujours ce truc avec un corps soignant bienveillant. Donc, choisir son équipe, choisir les personnes avec qui nous accompagnent. Mais clairement, c'est incroyable. Moi, je dis toujours, c'est incroyable d'avoir des échographies, des IRM, de pouvoir lire dans le corps sans l'ouvrir, sans avoir besoin de l'ouvrir, d'aller vérifier, de checker. Et c'est quand même assez. Enfin, on a la chance de vivre dans ce genre d'époque, donc Mm. autant profiter de ça et effectivement d'avoir un suivi médical qui est cohérent et voilà, Ouais. Bienveillant et formé. bienveillant et formé. Oui. Parce qu'il y a peu de professionnels aujourd'hui qui sont capables de voir Ouais. les lésions à l'échographie ou à l'IRM. Et tu vois, moi j'en ai fait les frais parce que j'ai fait 1 an et Et demi oui. d'échographie pour la fertilité. Et c'est des radiologues qui sont très formés au comptage folliculaire et tout ça, mais qui sont pas formés au diagnostic de Mm. l'endométriose. Et ça, c'est un grand classique dans l'errance de diagnostic. D'ailleurs, c'est Bon. des personnes qui disent, bah non, j'ai fait 2, 3 échos, ils ont rien trouvé, on m'a dit que c'était pas possible, enfin qu'il y avait pas d'endométriose. Et en fait, arrivé dans un centre d'endométriose 5 ou 10 ans après, on lui dit, bah Mm. si, il y en a partout. Ouais. Ou même pas, ça peut être 6 mois après, hein, tu vois, il y a même pas besoin de laisser passer 5 ans. On peut dire que la maladie s'est développée pendant les 5 Ah oui, ans. non, pardon. Et je revérifie parce que là, je pense à une personne en particulier où elle est arrivée avec les IRM, où on Et lui avait dit qu'il y relire, avait une rien. Et en relecture fait, du la stage. gynécologue formée lui a dit, bah Mm. voilà, si, sur les Ouais. images, moi je le lis. Donc Non, mais voilà, c'est important bref, je referme la parce qu'en parenthèse. fait, c'est pas qu'une Mais histoire oui, de oui, la tu as maladie raison. s'est développée, c'est aussi que il y a des radiologues qui savent pas repérer parce qu'ils sont Voilà. spécialisés sur autre chose. Mm, Comme les kinés d'ailleurs, Caroline, elle mm. a dû t'en parler. Mais Oui, bien il y a les sûr. kinés maxillofaciales et puis il y a les autres. Enfin, tu vois. Mais quand même sa C'est spécialité. ça. Il y a un kiné pour la mâchoire, un kiné pour le mal de dos, mais aussi un kiné pour les douleurs pelviennes. Ouais. Donc, si je reprends ta chronologie, mars, tu plus de douleur et juin, tu es enceinte C'est de ça. ton premier petit garçon. Donc ça signifie, attention, que les douleurs peuvent disparaître, en dehors de la grossesse, parce que c'est aussi Oh là là. une Bah forte, oui. croyance qui est véhiculée, c'est, tant que Et vous puis n'aurez c'est pas surtout d'enfant. une croyance qui est erronée dans les deux sens, c'est-à-dire que les douleurs peuvent disparaître avant, mais surtout, c'est pas la grossesse qui guérit l'endométriose. Ça, c'est vraiment important de le dire, parce que il y a Mmh. beaucoup de professionnels de santé qui savent pas ça et qui mettent une pression folle sur des femmes pour qui c'est pas le moment, Mmh. pour X et Y raisons, et les raisons, elles, leur sont propres et elles sont légitimes. Qu'on vienne d'être diagnostiqué à 21 ans, et que ça soit pas au programme, ou qu'on n'ait pas envie d'avoir d'enfant, pour une raison X de la carrière, ou juste parce qu'on n'a pas envie, enfin, il y a vraiment, c'est vraiment chacune, c'est propre à chacune enfin voilà, il y a pas à remettre en cause ce choix, mais qui mettent la pression sur les femmes en disant ah mais en fait si vous faites pas maintenant vous aurez pas de bébé, et puis ils leur disent bah en fait faites un bébé parce que ça ira mieux, et donc des femmes de 20 ans qui se disent bah
oui, peut-être que je fasse un bébé maintenant, comme ça je serai guérie. Non. Non. Oui. Alors, déjà, il y a des femmes qui, pendant la grossesse, chez qui, pendant la grossesse, c'est 1000 fois pire. Parce que, il y a des douleurs neuropathiques, et que, les douleurs neuropathiques, elles vont, s'amplifier pendant la grossesse. Ouais. Donc, Oui. ça fait une grosse surprise, et moi, j'en ai plusieurs des femmes qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux en me disant je comprends pas, j'ai encore plus mal et tout. Déjà consulte, et puis ensuite en fait il est possible que l'utérus ça bouge pendant la grossesse et que Ça appuie. ça Oui. déplace certains trucs et que ça appuie sur des nerfs qui sont lésés. Voilà. Oui, Et ça donc pince, effectivement ça existe oui, en fait, et peut... ça il y a pas beaucoup de médecins qui le disent, et ça peut être très surprenant surtout quand on se dit qu'on va être tranquille pendant la grossesse. Et puis il y a des femmes chez qui Ouais. il y a une pause pendant la grossesse, mais ça revient pareil, voire pire. Bon, ça peut être plus doux aussi, mais ça peut revenir pareil, voire pire après la naissance. Et ça, personne ne le dit non plus. Parce qu'on a tellement véhiculé le tomber enceinte, vous verrez, ça ira mieux, la grossesse de l'endométriose, mais c'est pas vrai, quoi. Ça saurait, en fait, et on ferait faire un bébé à tout le monde, et pouf, tout le monde serait guéri. Si c'était vraiment un médicament miracle, il y aurait eu un prix Nobel là-dessus, quoi. Tu vois, je veux dire. Voilà. Donc, mais ça peut aider parce qu'en fait, il y a une imprégnation en progestérone qui était très forte. La progestérone, c'est une hormone qui est anti-inflammatoire. Et donc, effectivement, ce temps de pause plus ce temps d'imprégnation en progestérone peut aider vraiment. Mais là encore, ça dépend du type de douleur qu'on a, ça dépend de beaucoup de choses. Ouais. Ok. J'ai envie de voir aussi avec toi, parce que toi, maintenant, tu travailles donc ce qu'on appelle en ETP, l'éducation thérapeutique du patient. J'ai envie qu'on soulève un petit peu ce sujet qui est aussi important. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est et comment les personnes qui ont des douleurs menstruelles peuvent bénéficier de cette éducation thérapeutique? Alors, l'éducation thérapeutique du patient, ce sont des parcours organisés, principalement à l'hôpital, mais ça peut être aussi dans des maisons de santé ou par des associations de patients. Et l'idée, en fait, c'est d'équiper les patientes atteints de maladies chroniques avec des compétences pour améliorer leur qualité de vie avec la maladie. Donc l'idée, c'est de les aider à apprendre comment mieux vivre avec la maladie. Et donc ça, c'est des petits ateliers de groupe dans lesquels on va apprendre à gérer la douleur chronique, dans lesquels on va apprendre ce que c'est que l'endométriose, dans lesquels on va apprendre à quel moment aller aux urgences, dans lesquels on va apprendre à en fait, en fonction des besoins qu'on a avec la maladie, on s'inscrit à certains des ateliers ou à plusieurs pour suivre tout le parcours. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre à vivre avec la maladie chronique en améliorant sa qualité de vie au maximum. Et pour pouvoir suivre ces parcours d'éducation thérapeutique, déjà, c'est gratuit, c'est important de le dire. C'est financé par les agences régionales de santé. Oui. Et donc, il faut se rapprocher des responsables des programmes d'éducation thérapeutique sur l'endométriose, mais ça peut être sur la douleur chronique de manière générale, parce qu'il en existe sur les douleurs chroniques, mais sur l'endométriose. Et donc, on tape éducation thérapeutique du patient, endométriose sur Google, avec éventuellement le numéro du département dans lequel on est, et on va voir les programmes qui existent autour de chez soi. Mais ça développe, voilà. En Occitanie, il y en a 2 qui ont vu le jour cette dernière année, parce que moi je suis à Montpellier, donc voilà, j'en parle en connaissance de cause, mais voilà, ça se développe très vite, et donc c'est pas parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui qu'il n'y en aura pas un dans 6 mois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait sur la cause réelle ou les causes réelles de l'endométriose? On entend un peu tout et son contraire. C'est un challenge ta question, Monica, parce que il y a ce que dit la science et ce qui est adopté officiellement en France aujourd'hui, qui est pas la même chose que dans d'autres pays du monde. Aux États-Unis, en Australie, c'est pas la même théorie qui prévaut. Et puis il y a les balbutiements de la science actuellement. Alors, en France, on dit que l'endométriose est liée au reflux du sang par les trompes pendant les règles, ce qu'on appelle la théorie du reflux, et au fait qu'il y ait une dysfonction immunitaire de la femme qui vit avec l'endométriose pour que le sang et les lésions, enfin les cellules endométriales s'implantent. Donc ça, c'est la théorie qui prévaut aujourd'hui. C'est pour ça qu'on arrête les règles avec un traitement hormonal pour éviter que la maladie continue de se développer. Et en fait, cette dysfonction immunitaire, elle explique le fait
qu'il y ait que 10% des femmes qui développent l'endométriose, alors qu'il y a 80 à 90% des femmes qui ont du reflux pendant les règles. Voilà, il y a une grosse différence. Aux États-Unis, en Australie, on parle plutôt de développement embryonnaire avec un problème de différenciation des cellules pendant le développement du bébé in utero. Donc là, c'est vraiment durant la grossesse. Ouais. Et on a trouvé des bébés avec des lésions d'endométriose, en fait. Et donc, oui, ça pose la question de est-ce que c'est effectivement le reflux, parce que les bébés, ils ont jamais eu des règles, quoi. Ouais. Les bébés, ouais, voilà. Donc il y a une question, il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui. Il n'y a pas une seule théorie qui prévaut, mais il y a ces 2 dernières années, il y a une grosse dynamique autour de la vision systémique de l'endométriose, à la fois dans ses manifestations et dans ses symptômes, dans ses causes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des douleurs de règles pour l'endométriose, mais il y a les troubles digestifs, il y a les troubles urinaires, il y a la fatigue, il y a l'infertilité. Ça, on en parle beaucoup. Et puis, on va retrouver des douleurs articulaires, on va retrouver du brouillard mental, on va retrouver des migraines, on va retrouver des douleurs à l'épaule, on va retrouver beaucoup de symptômes qui sont pas des symptômes gynéco. Et ça pose la question du suivi en gynéco de l'endométriose et de sa prise en charge uniquement hormonale avec un traitement hormonal. Moi, la manière dont je la vois, dont je l'ai prise en charge, dont je m'en suis occupée pour moi, c'est que c'est une maladie qui est systémique, qui se nourrit d'un dysfonctionnement immunitaire, on en a parlé déjà, qui se nourrit d'un dysfonctionnement au niveau du microbiote. Et là, il y a énormément d'études sur le lien entre microbiote et dysbiose, et microbiote perturbé et endométriose. Ça se nourrit d'un dysfonctionnement du système nerveux. On a parlé de l'impact des émotions sur les douleurs. Et il y a énormément d'études aujourd'hui sur le lien entre stress, symptômes d'endométriose, dérégulation du système nerveux, développement de la maladie. Ça se nourrit d'un dysfonctionnement hormonal, endocrinien. Et là, je parle pas que des hormones féminines, je parle aussi du dysfonctionnement de la thyroïde. Donc on voit que aborder l'endométriose uniquement par le prisme hormonal et par les hormones féminines, c'est pas la réponse adaptée. D'une part parce que la maladie, elle fonctionne pas uniquement comme ça, et d'autre part parce que les traitements hormonaux ont montré leurs limites. Il y a 30 à 40% des femmes qui ne sont pas réceptives au traitement hormonal, et donc chez qui les douleurs et les autres troubles ne sont pas soulagés par les traitements. Voilà. Donc du coup, j'ai dépassé les 3 minutes. Donc du coup, en gros, c'est complexe et c'est systémique, et ça nécessite une approche globale, en fait. C'est vraiment important. C'est pas une maladie gynécologique, on est d'accord que c'est pas une maladie gynécologique, et c'est pour ça que c'est compliqué de la prise en charge dans le système de santé actuel, parce que c'est le gynécologue, le médecin de référence, mais on devrait avoir une équipe pluridisciplinaire, et c'est pour ça que maintenant les filières endométriose développent des réunions de concertation pluridisciplinaires avec des pros de santé variés pour proposer la meilleure stratégie à la patiente. Super, merci beaucoup. Dernière question. Quelle a été pour toi la meilleure décision que tu as prise face à tes douleurs menstruelles? D'aller voir un psychothérapeute. Ah ouais, ok. Ouais. C'est pour toi une des clés les plus importantes de ton parcours. Non, c'est fondamental. Enfin, je pense que je serais allée, j'allais déjà beaucoup mieux grâce à l'alimentation, tout ça, mais je digère encore très mal. Il faut le dire, j'avais beaucoup de mal à digérer, mais ça allait mieux. Et puis j'avais beaucoup d'anxiété, et en fait ça fait 20 ans. Alors là en ce moment ça va mieux, j'ai plus de rendez-vous, mais ça veut pas dire que je vais pas recommencer dans quelques mois. Mais ouais, la psychothérapie avec des approches différentes, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait d'hypnose, j'ai fait de l'ICV, beaucoup de choses différentes qui permettent d'avancer sur sa propre histoire et de travailler aussi sur ce qui peut rendre le quotidien difficile et qui peut générer ces émotions très fortes, très très vives qui impactent le corps au quotidien. Ok, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu témoigner, de nous avoir partagé tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Enfin, si moi je sais, sur Instagram déjà c'est assez magique. Tu as un contenu hyper pertinent et hyper documenté sur ton compte Instagram. À quel autre endroit on te retrouve? On peut me retrouver en librairie.
parce que j'ai sorti un livre il y a 3 ans dans lequel je raconte mon parcours avec la maladie et les outils que j'utilise, à la fois les outils concrets, mais aussi l'état d'esprit dans lequel j'ai été dans ce parcours. Sur mon site internet. Voilà, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un message, à prendre contact. Je serais ravie d'échanger. Endolistique, c'est Endolistique. Oui, c'est ça. ENDHOLISTIC. Voilà, le holistique, c'est holistique. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu jusqu'ici, d'avoir pris du temps, en tout cas, pour répondre à mes questions. Je te souhaite une belle suite. Et puis, bien sûr, oui, si les personnes aussi souhaitent se faire accompagner en individuel ou... Ah non, tu fais pas de groupe, pardon. Je fais pas de groupe, mais j'ai plein de contenus pour avancer en autonomie. Oui, en autonomie. Des e-books, des programmes en ligne qui sont très fouillés, documentés, sourcés scientifiquement et qui donnent à la fois des clés de compréhension, mais aussi des outils pratiques pour avancer en autonomie, parce que on n'est pas toujours disponible pour aller à des rendez-vous, on n'a pas toujours le budget, et ça permet de prendre soin de soi entre les rendez-vous et d'intercaler, et ça peut vraiment voilà. J'y transmets ce que j'ai mis en place moi dans mon quotidien avec des outils qui sont accessibles librement et gratuitement. Super, merci beaucoup. Merci à toi, Maud. Allez, au plaisir. Salut, à bientôt. Vous venez de terminer le podcast Transgresser les règles. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce que vous venez d'entendre vous a parlé et si vous avez envie que ce podcast devienne une vraie constellation, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un geste simple mais qui permet au podcast d'être plus visible et d'atteindre d'autres personnes qui vivent avec des douleurs menstruelles. Vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous. Parfois, une écoute partagée peut déjà faire une différence. Alors, merci pour votre soutien, il compte vraiment. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour apaiser vos douleurs menstruelles et que mon approche résonne pour vous, évidemment, vous pouvez retrouver toutes les informations sur maudrenard.com. Vous y découvrirez les différentes manières dont je propose d'accompagner les personnes concernées, à leur rythme et selon leurs besoins. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour continuer ensemble à transgresser les règles.